24 ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre entre la dernière victoire française en Formule 1 et celle de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie 2020. Alors on a eu de la chance parce qu'on en a eu littéralement deux en 2 ans, Pierre Gasly puis Esteban Ocon. Mais pour les fans de Formule 1 de ma génération, c'était tout simplement pas commun d'entendre une Marseillaise en Formule 1. J'ai pas grandi dans une génération où on voyait les pilotes français remporter des courses, terminer sur le podium. Alors, ces derniers temps, on a eu la chance d'avoir Pierre et Esteban qui ont réalisé de très belles courses, mais sinon, il fallait remonter jusqu'au Grand Prix de Monaco 1996. Une course totalement inimaginable, entre la météo capricieuse, le scénario impensable et encore pire, le résultat totalement imprévisible. Aujourd'hui, on revient sur cette course qui a totalement marqué l'histoire de notre sport. Installez-vous confortablement. Pour les plus jeunes d'entre vous, bonne découverte. Et pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, aujourd'hui, on revient sur la victoire d'Olivier Panis au Grand Prix de Monaco 1996. Williams leading, Damon Hill, Michael Schumacher is out of the Monaco Grand Prix, Damon Hill out of the Monaco Grand Prix, he was destined not to win this race, 4 cars finished the Monaco Grand Prix. Olivier Panis gagne ici son premier Grand Prix de Monaco. Hop, juste avant que cette vidéo commence, j'ai une très bonne nouvelle pour les passionnés de Formule 1. Aujourd'hui, on va parler de la victoire d'Olivier Panis, 1996. Cette victoire, je pense que pour les plus jeunes d'entre vous comme moi, vous ne l'avez pas vécue. C'est probablement votre père, votre frère. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous étiez sûrement devant la télé lors de cette victoire totalement folle à Monaco. Le point commun entre ces deux générations, c'est la passion. C'est la passion qui nous réunit autour de la Formule 1. Et c'est exactement cette même passion qui nous réunit autour des Lego. J'ai une très bonne nouvelle parce que chez King Jouet, vous pouvez retrouver toutes les Lego Formule 1. Toute la collection F1 est disponible dans les magasins King Jouet en allant de la plus petite voiture des Speed Champions au plus gros modèle. Je vous parle de génération en Formule 1 parce que c'est pareil avec les Lego. Les plus jeunes d'entre vous probablement les utiliseront pour jouer ou pour s'amuser. Certains vont les exposer dans un décor, dans un salon, dans une vitrine comme moi je le fais par exemple dans mon décor de vidéo. Peu importe votre âge ou votre génération, en général on est tous fans des Lego, que ce soit pour les construire ou après pour le montrer à nos amis à quel point on est fiers de nos voitures. Alors comme je vous l'ai dit, vous pourrez retrouver tout type de Lego chez King Jouet, que ce soit les plus petites voitures ou alors les plus grosses avec la Red Bull ou la Ferrari. Et en parlant de cette Ferrari, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans la description, vous retrouverez le lien d'un concours sur le TikTok de King Jouet afin de remporter la Ferrari Lego Formule 1. Même moi, je l'ai pas dans mon décor. Même moi, je l'ai pas encore sur mes étagères. Donc, je vais aller participer bien évidemment pour essayer de l'avoir et la construire le plus vite possible. Toutes les informations sont dans la description. Toutes les conditions de participation seront sur le TikTok de King Jouet. N'hésitez pas à aller faire un tour en magasin pour voir si vous trouvez vos modèles préférés de Lego Formule 1. Merci à King Jouet de nous soutenir et de sponsoriser cette vidéo. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la victoire d'Olivier Panis en 1996 à Monaco. Alors on va commencer par remettre un petit peu de contexte sur cette saison 1996 qui a eu quand même beaucoup de changements. Autant le règlement technique, lui, n'avait pas beaucoup évolué, autant la hiérarchie, elle, avait été totalement bouleversée. On sort d'une domination de 2 ans de la part de Benetton, 94 et 95, mais pour 96, l'écurie italienne se retrouve un petit peu en difficulté et se retrouve à la hauteur des McLaren, des Ferrari, et une équipe sort du lot lors de cette saison, c'est l'écurie britannique Williams. Williams commence la saison avec la meilleure voiture. C'est très clairement les favoris pour le championnat pilote et constructeur, mais ce n'est pas la seule nouveauté pour cette saison 96. On a aussi énormément de transferts, du mouvement dans quasiment toutes les équipes. Michael Schumacher décide de quitter Benetton pour rejoindre la Scuderia Ferrari. Jean Alesi et Gerhard Berger, eux, rejoignent Benetton, l'écurie italienne. Eddie Irvine, lui, de son côté, décide de quitter Jordan pour rejoindre Ferrari aux côtés du pilote allemand. Et chez McLaren, c'est David Coulthard qui rejoint Mika Häkkinen, laissant la place à un rookie, un tout nouveau pilote, Jacques Villeneuve, aux côtés de Damon Hill. En parlant de Damon Hill, c'est justement lui qui va dominer ce début de championnat. Après avoir terminé 3e en 1993, 2e en 94 et en 95, autant vous dire que pour le pilote britannique, c'était le moment de remporter son premier titre en 1996, surtout au vu des performances de sa voiture. La saison commence sur les chapeaux de roue et Damon Hill remporte 4 des
5 premières courses de la saison. La seule qui va lui échapper, c'est le Grand Prix d'Europe au Nürburgring qui va être remporté par Jacques Villeneuve, son coéquipier. Mais à part ça, Damon Hill est quasiment intouchable. Les Ferrari et Michael Schumacher sont clairement en dessous. Les Benetton ne sont plus au niveau. En arrivant pour le 6e Grand Prix de la saison en principauté à Monaco, Damon Hill et Williams sont donc très logiquement les favoris du week-end et devraient facilement s'imposer et accroître leur avance sur les 2 championnats. Et pourtant, vous allez voir que ce week-end à Monaco leur a réservé bien des surprises. Le Grand Prix de Monaco 1996 a donc eu lieu du 16 au 19 mai. Comme je vous l'ai dit, c'est donc la 6e manche du championnat de Formule 1. Et ce Grand Prix était très important aux yeux de Damon Hill. Malgré sa pole en 1995, Damon Hill n'a jamais réussi à remporter le Grand Prix de Monaco. Son père l'avait fait à 5 reprises, mais le pilote britannique n'a jamais réussi à remporter cette course aussi prestigieuse. Parce que oui, Monaco, c'est le prestige. Monaco, c'est le Graal en Formule 1. C'est l'épreuve que tous les pilotes souhaitent remporter. Le Grand Prix de Monaco, il était particulier déjà dans un sens où c'était le seul Grand Prix qui se déroulait sur 4 jours. Parce que oui, jusqu'en 2022, vous le savez peut-être, le vendredi, on ne roulait pas et le week-end commençait directement le jeudi, puis les qualifs étaient donc le samedi, la course le dimanche. Ce format a changé depuis quelques années. Maintenant, tout se passe du vendredi au dimanche. Mais au-delà de ça, le Grand Prix de Monaco, c'est très clairement une épreuve prestigieuse. Comme je vous l'ai dit, c'est le joyau en Formule 1. Tous les pilotes souhaitent le remporter et très peu peuvent s'en vanter. C'est la vitesse à travers les rails, c'est le risque, le danger. C'est un circuit extrêmement étroit, très difficile pour dépasser. Et donc forcément, Williams et Damon Hill avaient à cœur de remporter ce Grand Prix. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais Monaco est un circuit tellement à part que les équipes développent des pièces spécialement pour ce Grand Prix, histoire d'avoir un maximum d'appui. En 96 d'ailleurs, c'était le cas de McLaren qui avait ramené une sorte de mini aileron posé sur l'arrière de la voiture, sur le capot moteur, afin de générer un maximum d'appui sur leur voiture. Bon, malgré tout ça, je vous laisse deviner qui domine le début du week-end et qui domine les séances d'essai. Williams et bien évidemment Damon Hill. Et je dis bien Damon Hill parce que de l'autre côté du garage, pour Jacques Villeneuve, c'est un petit peu plus compliqué. Jacques Villeneuve l'a toujours dit, il n'aime pas le circuit de Monaco. Malgré le fait qu'il ait grandi à Monaco, Jacques Villeneuve n'aime pas le tracé, ne se sent pas à l'aise sur ce circuit. Et ça va se confirmer durant la séance de qualification. Bon alors, à l'époque, vous pouvez oublier le système de Q1, Q2, Q3 qu'on connaît aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas comme ça. À l'époque, vous aviez 12 tours en qualification. C'était divisé en 4 séquences de 3 tours. Un tour de sortie, un tour rapide et un tour de rentrée. Après ces 12 tours, on avait donc le résultat et donc la grille pour le Grand Prix du dimanche. Et pour ce week-end, eh ben, c'est Michael Schumacher qui prend la pole position avec un tour exceptionnel. Pole position pour le pilote allemand avec 5 dixièmes d'avance sur la Williams de Damon Hill. On retrouve Jean Alesi 3e au volant de sa Benetton. Jacques Villeneuve, lui, n'est que 10e en 5e ligne et Olivier Panis, le 2e pilote français, s'élance 14e sur la grille. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dimanche 19 mai 1996, c'est jour de course à Monaco en principauté et avant même le départ de la course, les premiers problèmes commencent. Il faut savoir qu'à l'époque, avant le Grand Prix du dimanche, on avait une séance le matin qui s'appelait le warm-up. C'était un petit peu comme une séance d'essai qui permettait aux pilotes et aux équipes de se préparer au mieux pour la course qui allait se passer quelques heures plus tard. Sur des conditions sèches, c'est Olivier Panis qui signe le meilleur temps dimanche matin. Sauf que la pluie s'abat en principauté en début d'après-midi. Et là, ça bouleverse tout. La direction de course décide donc de remettre une séance de 15 minutes avant la course afin que les pilotes puissent se réentraîner et se réadapter aux conditions. Et parmi tous ces pilotes, il y en a un qui rencontre un problème totalement inédit. David Coulthard n'a pas de casque avec une visière claire. Sa visière est trop teintée, ne possède pas le système anti-buée et ne peut donc pas utiliser son casque pour le Grand Prix. Du coup, quelle est la solution? Se faire prêter un casque. Et c'est l'un de ses meilleurs amis du paddock qui va lui en prêter un, Michael Schumacher. Coulthard a donc fait le Grand Prix de Monaco 1996 avec un casque Ferrari en étant pilote McLaren. Lors de ce deuxième warm-up, donc sous la pluie, cette fois-ci, plusieurs pilotes vont partir à la faute. Comme par exemple Mika Häkkinen qui va casser sa voiture. Alors heureusement à cette époque, on possédait ce qu'on appelait la troisième voiture. La voiture mulet dans ce genre de situation pour que un des deux pilotes puisse quand même participer au Grand Prix. Et c'est ce qui a sauvé les fesses de Mika Häkkinen. Malheureusement, Andrea Montermini, lui, n'a pas eu autant de chance. Lui aussi parti à la faute dans cette deuxième séance de warm-up sous la pluie. Son équipe n'avait pas assez d'argent pour ramener
une troisième voiture sur les week-ends de course et avant même le début de la course, on a donc déjà notre premier abandon à cause de la météo. Il est 14h30 à Monaco, la pluie s'est arrêtée, mais la piste est inondée, remplie de flaques d'eau à chaque virage. Le Grand Prix est sur le point d'être donné et le premier tour s'annonce rocambolesque. Damon Hill effectue un très bon départ et dépasse Michael Schumacher au premier virage pour prendre la tête du Grand Prix. Tout le reste du peloton réussit à sortir de ce premier virage indemne, sauf un pilote, Jos Verstappen, qui avait fait le pari de partir en pneu slick. Très mauvaise idée de la part du pilote néerlandais. Sa course s'arrête dans le mur de pneus au premier virage dès le premier tour. Mais ce n'est pas le seul pilote à partir à la faute. Dans la montée jusqu'au casino, les deux pilotes Minardi vont venir s'accrocher. Pedro Lamy vient toucher Giancarlo Fisichella et les deux voitures abandonnent avant même la fin du premier secteur. Et quelques centaines de mètres plus loin, c'est notre pilote allemand, notre double champion du monde, Michael Schumacher, qui part à la faute au volant de sa Ferrari. Un petit peu trop agressif dès le début du Grand Prix, histoire de reprendre la tête à Damon Hill, Michael Schumacher va venir clipper le vibreur intérieur au virage 7 et venir percuter le rail. Résultat, suspension cassée, abandon pour le pilote allemand. On est déjà à 4 abandons en l'espace de 2 secteurs et le 5e ne tarde à arriver. Rubens Barrichello part à la faute juste avant la rascasse. En tête à queue, voiture abîmée et abandon pour le pilote brésilien. On est donc à 5 DNF en l'espace de 1 tour. Si on prend en plus de ça Andrea Montermini avant le début de la course, on a déjà 6 abandons à la fin du premier tour du Grand Prix. On est littéralement sur une hécatombe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du premier tour de la course. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que malgré ces 5 abandons, la safety car n'est pas sortie. Oui, la safety car n'est pas sortie après le premier tour. Alors, c'est une autre époque, hein. Il faut bien comprendre, en 96, on ne sort que très rarement la safety car, que s'il y a un réel danger sur la piste. À l'époque, on avait l'habitude de simplement agiter un drapeau jaune le temps que les commissaires interviennent. Les pilotes avaient conscience de ce drapeau jaune et me demandez pas pourquoi, ça semblait tout à fait normal. En plus de ça, on est à Monaco et les marshals à Monaco ont cette réputation d'agir vite et bien. Donc peut-être que pour la direction de course, on était en mode « Bon, tranquille, ça se fait, pas de soucis ». À cette époque, la sécurité était quand même bien différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. On laissait traîner les voitures abandonnées dans certains virages ou dans certains échappatoires. On utilisait simplement des drapeaux jaunes lorsqu'il y avait un engin ou des humains sur la piste. Bref, ça pourrait aujourd'hui faire scandale, ça pourrait aujourd'hui être ultra choquant, mais bon, à l'époque, c'était clairement la norme. Si on revient à notre Grand Prix, Damon Hill se retrouve donc en tête, débarrassé de Michael Schumacher. Jean Alesi est deuxième, Gerhard Berger complète le podium. Eddie Irvine de son côté est en 4e position et Eddie Irvine fait le bouchon à Monaco. En grande difficulté, il a un train d'au moins 7 ou 8 pilotes qui le suivent tour après tour. Frentzen, Coulthard, Villeneuve, Salo, Herbert, Hakkinen, Brundle et encore Panis, tous sont à moins de 4 secondes du pilote Ferrari et ne parviennent pas à le dépasser. Vous savez à quel point c'est compliqué de doubler et vous savez qu'il suffit de positionner sa voiture au milieu de piste à Monaco et c'est quasiment impossible de faire soit l'intérieur, soit l'extérieur. Mine de rien, derrière, Olivier Panis, notre petit Frenchie, réussit quand même à passer sur Martin Brundle et gagner une position dans cette histoire. De l'autre côté du circuit, l'hécatombe continue. En fond de peloton, c'est le désastre. Déjà, dès le deuxième tour, on a l'abandon de Ukyo Katayama au volant de sa Tyrrell. Il est suivi directement par Ricardo Rosset, qui perd sa voiture au 4e tour après avoir percuté le rail à la rascasse. Pedro Diniz, lui de son côté, va partir à la faute au 6e tour et va casser son moteur en voulant reprendre la piste. Mais les problèmes ne s'arrêtent même pas là. Quelques tours plus tard, Gerhard Berger sur le podium au volant de sa Benetton qui semblait se diriger vers un très bon résultat, lui aussi va abandonner à cause d'un problème mécanique. On est au 11e tour, ils ne sont plus que 12 à participer au Grand Prix de Monaco. Damon Hill est donc toujours en tête, devant Jean Alesi, mais à 17 secondes avec sa Benetton. 3e, on retrouve Eddie Irvine, cette fois à 45 secondes de la Williams, en tête de la course. Et puis derrière Eddie Irvine, littéralement tout le reste des pilotes. Ils sont tous bloqués derrière la Ferrari et n'arrivent pas à dépasser. Il faut savoir que dans ces conditions donc humides mais séchantes, le seul à faire des dépassements, c'est Olivier Panis, qui prend la 9e position à Mika Häkkinen, et qui reste à l'affût au final des potentiels accrochages ou problèmes qui pourraient se produire devant lui. Et en parlant d'accrochage, on va en avoir un au 18e tour. Frentzen est littéralement en train de péter un câble derrière Eddie Irvine, donc décide de tenter sa chance à l'extérieur au virage 1. Pas de chance, le pilote Ferrari va décider de fermer la porte, les deux pilotes s'accrochent, résultat,
crevaison et aileron cassé pour Frentzen, qui va devoir rentrer au stand et repartir très loin du peloton. Et par la même occasion, Olivier Panis en profite pour passer sur Johnny Herbert et récupérer la 7e position. On est donc à 7 places de gagné pour le Français qui, on rappelle, partait 14e avec sa Ligier. Et au final, c'est le seul pilote depuis le début de la course qui arrive proprement à faire ses dépassements et à gagner du terrain. Au fur et à mesure, la piste s'assèche de plus en plus vite et les premiers pit stops commencent à arriver autour du 28 et 29e tour. Seuls Alesi et Coulthard décident de prolonger leur premier relais et Olivier Panis, à ce moment-là, réalise une masterclass. Panis avait décidé de mettre plus d'essence dans sa voiture pour ne changer que ses pneus au moment de son premier pit stop et donc passer moins de temps dans les stands que par exemple Alesi et Coulthard. Et bah cette stratégie va parfaitement fonctionner vu qu'après le jeu des arrêts au stand, Olivier Panis récupère la 4e position et se retrouve au pied du podium. Là pour le coup, rien à dire, un coup de génie de la part de Panis et de Ligier qui réussit du coup à dépasser 3 voitures avec sa stratégie. Alors attention parce que les conditions sèchent, mais les conditions restent quand même très piégeuses et Martin Brundle va être le nouveau nom sur cette longue liste d'abandon en partant à la faute à Massenet. Le pilote britannique abandonne alors que les autres commencent à trouver du rythme. De son côté, Olivier Panis devient ce jour-là la meilleure version du pilote qu'il ait pu être de toute sa carrière. Panis, d'un seul coup, commence à enchaîner les meilleurs chronos, devient le pilote le plus rapide et fond à une vitesse inimaginable sur Eddie Irvine avec sa Ferrari. Eddie Irvine qui d'ailleurs va défendre assez vigoureusement, on va dire, sur le pilote français. Au 36e tour, Panis ne se laisse pas faire par les défenses du pilote Ferrari et plonge à l'intérieur à l'épingle de l'hôtel. Eddie Irvine, totalement surpris de cette attaque, bloque les roues et tire tout droit. La porte s'ouvre pour Olivier Panis qui récupère la 3e place et monte provisoirement sur le podium. De son côté, Irvine est forcé à rentrer au stand pour changer d'aileron, puis va caler au moment de repartir de son stand, ce qui va lui coûter un total de 2 minutes. Si on refait le point sur le classement de ce Grand Prix, Damon Hill est toujours en tête, bien évidemment, avec 25 secondes d'avance sur Jean Alesi, qui lui en compte 20 d'avance sur Olivier Panis. Et en 4e position, on retrouve David Coulthard à 8 secondes du pilote français. Donc à ce moment-là, on se dit c'est bon, Damon Hill, il va la gagner cette course. Il va enfin remporter son premier Grand Prix de Monaco. Il va atteindre le Graal, le joyau dont il rêvait tant. Et malheureusement pour lui, tout ne va pas se passer comme prévu. This is going to be the first time that the Williams Hills failed to finish this year. Damon Hill out of the Monaco Grand Prix. He was destined not to win this race. Coup de théâtre dans ce Grand Prix de Monaco 1996. Le moteur Renault de la Williams de Damon Hill part en fumée dans le tunnel monégasque. Inimaginable! Avec 28 secondes d'avance, le leader de la course abandonne et fait une croix sur son rêve de remporter pour la première fois de sa vie cette course si importante à ses yeux. À ce moment-là, Jean Alesi récupère la tête du Grand Prix. Et on se dit, alors peut-être, pourquoi pas pour Jeannot doubler la mise après sa première victoire en 95 au Canada. Pourquoi pas, cette fois-ci, remporter le Grand Prix de Monaco. Juste derrière, on retrouve Olivier Panis, parti 14e au volant de sa Ligier. Panis se retrouve en 2e position. Et à ce moment-là, on a un doublé français dans les rues de la principauté de Monaco. À partir de cet incident-là, la course va un petit peu se calmer pendant une vingtaine de tours. On va plus avoir grand-chose, les écarts vont se stabiliser, Jean Alesi va même en profiter pour passer au stand pour remettre des pneus neufs et un petit peu d'essence, mais la piste sèche et les pilotes se calment un petit peu. En tout cas, jusqu'au 59e tour où un 2e tournant du Grand Prix va venir bouleverser la course. 59e tour de course et on signale au pilote le retour de la pluie sur le circuit monégasque. Alors là, c'est la panique. Jean Alesi en tête depuis une vingtaine de tours au volant de sa Benetton, lui subit un autre problème. On ressent une gêne au niveau de l'arrière droit de sa monoplace. Panique du côté de chez Benetton. On fait donc rentrer les pilotes français pour vérifier si la suspension n'est pas cassée. Rien ne semble anormal. On fait donc repartir le pilote français qui perd la tête du Grand Prix et ressort en 7e position. Après le 3e pit stop de Jean Alesi, c'est donc Olivier Panis qui récupère la tête de ce Grand Prix. Au volant de sa Ligier, le Français se retrouve 5 secondes devant David Coulthard. Malheureusement pour Jean Alesi, la course va s'arrêter au 60e tour. La gêne n'était pas anodine et il y avait en effet un problème sur la suspension arrière droite de la Benetton. C'est une fin de course pour le pilote français qui aurait pu remporter
sa deuxième course en Formule 1. Loin devant, David Coulthard, au volant de sa McLaren, commence à accélérer le rythme et commence à mettre la pression sur Olivier Panis. Les deux hommes se répondent coup par coup à base de meilleurs temps personnels. Et à ce petit jeu-là, c'est Olivier Panis qui réussit à réaugmenter l'écart sur la McLaren de David Coulthard. Mais Olivier Panis a un problème. Olivier doit surveiller sa consommation d'essence pour terminer le Grand Prix. Juste derrière, on a Johnny Herbert en 3e position qui voit arriver Jacques Villeneuve au volant de sa Williams dans les rétroviseurs. Bien évidemment, Jacques Villeneuve compte bien profiter de ce scénario totalement inédit pour monter sur le podium. Au 67e tour, les deux hommes arrivent sur Luca Badoer, retardataire de 6 tours. Si jamais, voilà, il faut le dire, 6 tours. Johnny Herbert va tenter de passer rapidement sur le pilote Forti à l'intérieur et Jacques Villeneuve va vouloir faire de même, mais malheureusement, Lucas Badoer ne l'avait pas vu et va refermer sa trajectoire. Résultat, les deux pilotes s'accrochent. La voiture de Jacques Villeneuve va être évacuée au niveau de l'épingle de l'hôtel, tandis que Lucas Badoer laissera sa voiture à l'entrée du tunnel. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, on laissait les voitures abandonnées. En bord de piste, on ne se prend pas la tête. 2 abandons en plus au 67e tour qui réduit la grille à seulement 7 voitures en piste. Et la course n'est pas finie. 2 tours plus tard, le nombre de survivants dans ce Grand Prix va encore être réduit de 2 personnes. Mika Salo et Mika Häkkinen se battent alors pour la 4e position et vont venir percuter Eddie Irvine, retardataire d'un tour. Le pilote Ferrari part à la faute à la sortie du 7e virage, un petit peu comme son coéquipier l'avait fait lors du premier tour. Mika Salo, alors juste derrière, ne peut pas éviter la Ferrari qui part à la faute juste devant lui. Mika Häkkinen, lui, vient percuter Mika Salo. Résultat, 3 abandons. Mika Häkkinen, d'ailleurs, furieux, sort de sa voiture et court pour en découdre avec Eddie Irvine. 3 abandons en plus dans ce Grand Prix de Monaco, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec 4 pilotes sur la piste pour terminer le Grand Prix. De base, 78 tours étaient prévus pour ce Grand Prix de Monaco, mais au vu des conditions, au vu de la météo et du scénario, le Grand Prix va se terminer au temps. La course ne peut pas dépasser les 2 heures et Olivier Panis le sait. Néanmoins, rappelez-vous, je vous l'ai dit, Olivier Panis n'est concerné que d'un problème, l'essence. Il faut qu'Olivier Panis réussisse à gérer sa quantité d'essence pour terminer les dernières minutes de ce Grand Prix de Monaco. L'équipe est prise de panique et veut absolument terminer ce Grand Prix et marquer des points et donc demande à Olivier Panis de rentrer au stand pour remettre de l'essence. Demande refusée par le pilote français qui veut absolument remporter ce Grand Prix monégasque. David Coulthard revient à une vitesse grand V, la pluie s'intensifie à une vitesse folle. Le 75e tour sera le dernier de ce Grand Prix de Monaco. Olivier Panis est toujours en tête devant Coulthard, Herbert et Frentzen qui d'ailleurs abandonnera au stand vu qu'il n'y a littéralement plus aucun enjeu pour lui dans les derniers tours de la course. Et après 2 heures et 45 secondes de course à Monaco, il l'a fait. Olivier Panis remporte sa première victoire en Formule 1 en partant de la 14e place à Monaco. Dernière accélération. Olivier Panis gagne ici son premier Grand Prix de Monaco. Bravo Olivier, bravo là. Avec quasiment 5 secondes d'avance sur David Coulthard, le Français remporte l'une des courses les plus folles de l'histoire de notre sport. Ils ne sont que 3 à avoir franchi la ligne. Littéralement, les 3 bonhommes à être montés sur le podium sont les 3 pilotes à avoir terminé cette course totalement chaotique. Cette victoire, elle sort littéralement de nulle part à ce moment-là de la saison et à cette période-là, Ligier ne joue pas les victoires, Ligier ne joue pas forcément les podiums non plus, Panis ne visait pas forcément un bon résultat et le miracle s'est produit. La France a été régalée par Olivier Panis. Pendant très longtemps, je vous l'ai dit, ça a été la dernière victoire française et honnêtement, j'ai un petit peu le seum de ne pas l'avoir vécu de mes propres yeux. C'est l'histoire de la seule victoire d'Olivier Panis en Formule 1. Voilà, il n'est jamais remonté sur la plus haute marche du podium. Alors, il avait déjà fait des podiums, 2 avec Ligier, il en a refait aussi après avec Prost GP. Ça a été, comme je vous l'ai dit, la dernière victoire pendant 24 ans pour un pilote français jusqu'à ce que Pierre Gasly remporte Monza en 2020, jusqu'à ce qu'Esteban Ocon remporte la Hongrie en 2021. Il faut savoir que c'est aussi la 9e et dernière victoire de Ligier en Formule 1 qui malheureusement a déposé le bilan à la fin de la saison 96. De son côté, Damon Hill n'aura jamais remporté le Grand Prix de Monaco. C'était probablement sa meilleure chance et le moteur Renault l'a trahi. Il a quand même remporté le titre en 96, il a quand même
gagné énormément de Grands Prix, mais il n'aura jamais réussi à remporter cette course qu'il convoitait tant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça a été une course qui a un petit peu marqué mon enfance. On m'a toujours dit oui, la victoire de Panis, oui, le Monaco 96, les accidents, la pluie, etc. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, je n'étais pas né. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'auront sûrement vu et qui pourront nous donner les ressentis, les émotions que vous avez eues ce jour-là. Pour ceux qui ont découvert ce Grand Prix, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, à mettre un j'aime et à la partager sur les réseaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau flashback. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.